Un jour, la Terre interpella la vie. Elle lui dit « Puis-je te poser une question ?» « Une seconde, dit la vie, je suis à toi. » « Comment fais-tu, dit la Terre à la vie, pour éviter, dans les airs et sous les eaux, la concurrence entre tant d'oiseaux? » « C'est simple, dit la vie. Il faut et il suffit que chacun des oiseaux de l'eau apporte quelque chose de nouveau. Voici un lac, en Europe. J'y ai installé à demeure 6 espèces d'oiseaux. Pas une ne fait concurrence à l'autre. Et voici comment. Où commence un lac? Sur le bord. Je te présente donc d'abord ce gallinacé bien conçu, je dois dire, assez bien conçu pour être capable de marcher sur la rive, de s'agripper sur les racines des arbres pour y trouver des petits insectes, mais aussi d'en déguster, servi sur des feuilles de nénuphar, grâce à son poids léger, réparti en outre par l'écartement de ses longs doigts. Ce que l'on doit dire, malgré tout, c'est qu'il lui faut marcher vite. Si elle stationne, elle s'enfonce. Auquel cas, d'ailleurs, elle peut nager et avaler à la surface des lentilles d'eau, des algues filamenteuses. J'ai étudié ce modèle pour pouvoir même plonger la tête et le haut du corps, de façon à attraper des larves aquatiques dans la vase, jusqu'à 30 cm. Plumage absolument pas mouillé par des plongées aussi rapides. Un oiseau incapable de plonger vraiment, réservé bord de lac, appelé la poule d'eau. Une poule facile, très superficielle, pouvant, grâce à cela, vivre en poule avec les autres oiseaux du lac. Des oiseaux qu'il fallait diversifier. Mon truc, dit la vie, c'est de ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Tout l'art consistait à les séparer écologiquement, à donner à chacun ce qu'on appelle sa niche écologique. Je ne te dis pas, dans cet esprit, ce que j'ai dû travailler pour inventer le cygne à bosse. D'abord, à l'inverse de la poule d'eau, qui est omnivore, j'en ai fait un végétarien. Comme ça, il peut manger sur la rive, comme elle, mais sans marcher sur ses plates-bandes. D'autant que je n'en ai pas fait un excellent marcheur. Par contre, pour nager, à lui la palme. En plus, je l'ai équipé d'un bec filtreur, lui servant de tamis pour la végétation flottante. Et je lui ai allongé le cou pour lui permettre d'attraper celle du fond. Pas la peine de le lui allonger trop, à mesure qu'on s'enfonce, les plantes manquent de lumière. Et, tu vois, le poisson, ça n'est pas pour lui. Alors, dit la Terre, c'est pour quel oiseau les poissons? Ne me dis pas que c'est pour cette bécasse. Il n'y a que les Français, répondit la vie, pour traiter de bécasse une fille un peu simplette qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est au bout de son bec, justement, que la bécasse a des cellules sensitives capables de repérer à la moindre vibration le ver le plus planqué. C'est un oiseau high-tech, pour ne pas dire high-bec, conçu pour la vase et les zones sableuses. Ni nageur, ni plongeur. Un barboteur qui, pour autant, ne vole rien à personne. On demande oiseau pour poisson, insectes d'eau, batracien, possibilité serpent et souris. Et j'ai mis au point le héron cendré. Pas plus nageur que la bécasse d'eau, chassant aux mêmes endroits, mais spécialisé dans des proies plus grosses. Il repère à vue et frappe d'un coup. Après ça, dit la vie, un peu plus loin du bord du lac, on trouve quoi? Des insectes d'eau, toujours eux à la surface, et
pas trop profond, des petits poissons et aussi des larves. J'ai donc mis au point ce petit plongeur, le grèbe castagneux, pouvant se nourrir à la surface, mais capable de descendre d'un seul coup jusqu'à 2 ou 3 mètres. Autonomie de plongée, 30 secondes. Corps lisse, hydrodynamique, pouvant se projeter en avant, ailes collées au corps, les 2 pattes frappant l'eau en même temps. Rayon d'action jusqu'à 60 mètres à 2 mètres de profondeur. Et il ne me restait plus, dit la vie, qu'à inventer un oiseau capable de plonger vraiment profond dans ce lac, jusqu'à 20 mètres de profondeur. C'est le grèbe huppé. En hydrodynamique, difficile de faire mieux. Même cette huppe sur la tête et ces sortes d'oreilles emplumées qui lui servent à draguer sa femelle, draguer dans un lac, quoi de plus normal, tout ça est rétractable en plongée, avec en plus des doigts de pied lobés pour mieux nager. Là où il plonge, il ne fait concurrence à personne, même pas ou très rarement au grèbe castagneux dont il est l'extrapolation. Voilà, dit la vie à la Terre, comment je peux faire cohabiter 6 espèces d'oiseaux dans un lac, et sans faire de vagues. Chacun sa niche écologique, et tout le monde cohabite. Maintenant, partons en mer, aux Galapagos. 13 îles et 47 îlots, en plein Pacifique, à 1000 km de l'Amérique du Sud. Tant de poissons, si près de l'équateur, c'est exceptionnel. C'est grâce à ce fameux courant de Humboldt qui arrive de l'Antarctique en longeant le Chili. Du coup, dit la vie, j'ai pu baser ici un bon million d'oiseaux, d'une vingtaine d'espèces différentes. Normalement, isolées ainsi, elles devraient se concurrencer. Tu vas voir que non. Là aussi, j'ai inventé des niches écologiques. J'ai fait varier 2 paramètres, les 2 rayons d'action possibles, l'horizontal et le vertical. D'une part, voler loin, d'autre part, plonger. Comme les fous. J'en ai créé 3 modèles. Les fous à tête bleue, les fous à pieds rouges et les fous à pieds bleus, comme celui-ci, en train d'atterrir. Ils ont chacun leur territoire de chasse, plus ou moins près des côtes, mais ils ont tous le même talent, le vol en piqué. Et la capacité, quand ils arrivent, de plonger jusqu'à 20 mètres de profondeur et d'en ramener un poisson. Je suis assez fier de ce modèle aéronaval. Basculement sur une aile pour un piqué oblique, correction d'assiette avec la queue pour freiner le roulis engendré par la position négative de l'aile, rotation autour de l'axe longitudinal pour stabiliser la trajectoire en se vissant littéralement dans l'air,
Interruption possible du piquet par relèvement de la queue écartée si le poisson a disparu ou changé de direction, et j'en passe. Alors, dit la Terre à la vie, comment se fait-il que tu aies inventé la frégate, un oiseau qui vole encore mieux que le fou et qui lui vole son poisson en plein vol? Une frégate attaque un fou, l'oblige à régurgiter son poisson, et hop, une autre le récupère. C'est pas de l'oiseau marin, ça. C'est du loupard de mer. Et ça n'est pas du travail honnête. Je dirais, en franglais, que c'est du hold-up. Il n'empêche, dit la vie, que ça demande un peu d'astuce. La frégate ne vole pas tellement mieux que le fou. Elle a surtout compris qu'il revient de la pêche avec, dans son jabot, un poisson régurgitable pour nourrir ses petits fous. Et que, chargé ainsi, il manœuvre moins bien. Que fait-elle? Elle affole le fou. Harcelé, il finit par vouloir s'alléger en vomissant son poisson. Mais, dit la Terre, en autorisant ainsi les frégates à exploiter les fous, tu leur donnes un avantage. Tu en fais une classe dominante. Ne crois pas ça, dit la vie. Ce truc, ça n'est guère payant. Elles sont obligées de s'y mettre à plusieurs, et une seule en profite. Pas de partage du butin. Taux de réussite par individu, 12%. Ce n'est pas de l'exploitation que font les frégates. Tout juste de la gratte. Pour survivre, il leur faut surtout ramasser ce qui est trimballé par les courants, déposé sur la plage. Résultat, sur 1 million d'oiseaux dans ces îles, à peine 3 ou 4 000 frégates, pour 700 000 fous. Ne plains donc pas le fou, dit la vie à la Terre, c'est lui le roi. Et vois donc, à l'inverse de ce plongeur, ce que j'ai mis au point. Un planeur, des ailes très longues pour se laisser porter par les vents. Rayon d'action horizontal, maximum. Par contre, verticalement, c'est nul. Trop lourd, trop grandes ailes, pas fait pour plonger. Un modèle pour poissons de surface et pour épluchure, jeter des bateaux. Redécollage, évidemment, laborieux. Je sais, dit la Terre. Baudelaire, l'albatros. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Pas sur l'eau, en tout cas. Bien obligé, dit la vie. Sans ça, il ne redécolle pas. Finalement, pas très efficace, comme tous les gens qui planent. Résultat, toujours sur 1 million d'oiseaux, les Galapagos, à peine 30 000 albatros. Une toute petite niche écologique. C'est pourquoi, dit la vie, j'ai eu l'idée de créer un albatros compact, proche du gros modèle, mais pas plus gros qu'un étourneau, et avec des ailes relativement courtes, permettant les séries de battements rapides. Ici, on le voit au ralenti. Décollage de la surface, amérissage, accélération, décélération, tout est facile. Récupération possible du gros plancton et des déchets, mais aussi des minuscules particules qui flottent. Les Français l'appellent le pétrel tempête, parce qu'il s'abrite auprès des navires en cas de vent trop violent. Les Allemands l'appellent le coureur de vagues, parce qu'il donne lui aussi l'impression de marcher sur l'eau.
un modèle qui marche très fort aux Galapagos. Mais vois donc cet autre modèle, la mouette à queue fourchue. Fourchue pour mieux manœuvrer. En plus, elle est nyctalope. Répète un peu, dit la Terre. Nyctalope, comme les chats. Tu vois ces grands yeux noirs? Ça veut dire qu'elle voit mieux la nuit que le jour. Quand tout le monde remonte à la surface, poissons, calamars, des crabes qui viennent faire la planche. Grâce à quoi 20 à 30 000 mouettes à queue fourchue. Et j'ai même fait venir ici, près de l'équateur, dit la vie à la Terre, un manchot de l'Antarctique, arrivé avec les poissons par le courant de Humboldt. Rayon d'action horizontale, ça ne va pas très loin des côtes. Vertical, excellent. Ses ailes atrophiées, ça fait des rames. Ses pieds palmés font gouvernail de direction et de profondeur. 8000 manchots venus du froid, avec leur technique, hors de portée des pêcheurs locaux. Et ça me fait penser, dit la vie à la Terre, que j'ai inventé l'oiseau qui va du froid au froid, de ton pôle Nord à ton pôle Sud. Sterna paradisea, la sterne du paradis. Les Français disent la sterne arctique, mais avec une résidence secondaire, l'Antarctique. Elle vient pondre dans l'Arctique en été, au soleil de minuit, ici, dans une île de la mer du Nord. Et avant que le soleil ne passe sous l'horizon pour 6 mois d'hiver, elle traverse les océans jusqu'en Antarctique, où elle retrouve le soleil, celui de l'été austral. Ce qui lui fait faire chaque année un aller et retour de 36 000 km, record de distance de tous les oiseaux migrateurs, record de soleil et de lumière au cours de sa vie de toutes les créatures terrestres. Ça la met tellement en joie que de temps en temps, elle fait un tonneau, comme ça, pour s'amuser. Elle va le faire en haut et à gauche de l'écran. Passage à la verticale, dégagement de l'aile droite, battement de l'aile gauche, rotation, vol sur le dos. Rotation inverse, retour au vol normal. Le tout en vitesse réelle, en 90 millièmes de seconde, soit moins d'un dixième de seconde. Et si tu veux voir de l'acrobatie, dit la vie à la Terre, je vais te montrer la mouette à 3 doigts, toujours à 2 doigts de se casser la figure. Nous sommes dans un îlot de la mer du Nord, où viennent nicher des mouettes. Mais il y a mouettes et mouettes. Voici le quartier aisé, le plateau, confortable, facile d'accès, réservé, bien entendu, à la mouette argentée. C'est un oiseau côtier, abonné aux meilleures places. De ce fait, la mouette à 3 doigts, arrivant du large, où elle vit d'habitude, ne trouve plus pour nicher que des strapontins, et encore au poulailler. Qu'à cela ne tienne, j'en ai profité pour en faire la championne du monde de vol stationnaire. Quand le vent frappe une falaise, il remonte le long de la paroi. La mouette à 3 doigts contrôle cet ascenseur pour le bloquer à son étage. Selon l'intensité du courant ascendant, elle écarte plus ou moins les ailes en V aplaties pour planer immobile à la hauteur de son nid. Elle peut ainsi le surveiller sans se poser, jeter un coup d'œil à son partenaire qui garde les petits. S'il y a des rafales de vent, littéralement, elle s'en balance. Elle joue avec le roulis. Et si le vent tombe, elle reste en place en battant des ailes, d'une façon telle que lorsqu'elle se redresse, on pourrait les croire cassées.
voici le plus spectaculaire. Une mouette atterrit trop près du nid de celle de gauche. Bagarre en piqué, ralenti 20 fois. Les deux adversaires se laissent tomber le long de la falaise en essayant de se donner des coups de bec et en échangeant des injures. Une chute à deux qui peut dépasser 50 mètres. L'une essaye toujours d'avoir sur l'autre la position supérieure. Parfois, l'une pinçant l'autre du bec, elles chutent verticalement comme des cailloux. C'est là qu'elles sont à deux doigts de s'écraser ensemble sur les rochers. Mais au dernier moment, elles se séparent et reprennent de la hauteur. Et ça s'arrêtera là. Chamaillerie de promiscuité. Mais, tu vois, dit la vie à la terre, d'un oiseau qui n'a pour nicher que des saillies étroites au flanc des falaises, j'ai fait un as de la voltige. Personne n'est meilleur acrobate volant. Objection, dit la terre à la vie. C'est vrai à partir du moment où elle est adulte. Mais tu oublies de préciser que, dans son jeune âge, quand la mouette a 3 doigts et haute comme 3 pommes, elle se fait massacrer par le stercoraire. Une vraie saleté, celui-là. Il a bien mérité son nom, qui vient du latin stercus, excrément, un oiseau de malheur. Il s'attaque aux jeunes, qui ne savent pas encore bien voler, mouettes, goélands, il les heurte en plein vol et les achève en s'acharnant sur eux, à coups de bec, pour leur enfoncer la tête sous l'eau. Bravo. Alors là, je t'arrête, dit la vie à la terre. Tu parles comme l'homme, grand moraliste et grand massacreur d'oiseaux. Depuis que je m'occupe de toi, la terre, je fais en sorte qu'il y ait dans les airs et sous les eaux ce qu'il faut et ce qu'il suffit d'oiseaux. Et je charge au besoin une espèce de protéger une autre, en limitant sa population. Alors il faudrait peut-être que je m'occupe de contrôler l'homme. De nos jours, c'est lui, avec les oiseaux, qui fiche tout en l'air.